Je vais commencer, comme il se doit, par saluer chacune et chacun d'entre vous, remercier les intervenantes et les intervenants et les animatrices de talent qui ont animé l'après-midi. Et même si je ne peux pas individuellement saluer chacune et chacun d'entre vous, vous m'autoriserez à saluer Neil Smith, député du SPD, qui nous fait le plaisir et l'amitié de sa présence. J'ai envie de commencer en vous disant chacun son truc. Il y en a qui croient aux ovnis, au Père Noël, à l'astrologie. Il y en a qui pensent et qui croient vraiment qu'on est dirigé par des reptiliens, qui croient que la Terre est plate. Il y en a, ou en tout cas il y en a eu, qui ont cru à la possibilité d'une aile gauche du macronisme. Et bien sûr, on peut rire de tout ça, mais il y a une croyance qui est assez bien établie, qui est bien ancrée parce qu'elle est très ancienne, et je suis sûr d'ailleurs dans cette salle qu'il y en a pour croire que l'argent peut tout acheter. Oui, que l'argent peut tout acheter. Alors, vous allez me dire sans doute, pour un certain nombre d'entre vous au moins, les mains sur les hanches, mais ça va pas la tête, bien sûr que non, l'argent ne peut pas tout acheter. Enfin, pour qui tu nous prends? Vraiment? Je vais commencer peut-être par vous raconter une petite histoire, une histoire vraie. Celle d'une crèche qui ouvre à 8 heures et qui ferme à 18 heures. Une crèche qui est agréable, qui est accueillante, où on s'occupe bien de vos enfants. Ça n'a absolument rien à voir avec la Maison Bleue qui était décrite par Victor Castanet tout à l'heure. Et à 18h, les parents viennent récupérer leurs enfants. Sauf que très régulièrement, certains arrivent en retard, obligeant les puéricultrices à faire des heures supplémentaires alors qu'elles ont terminé leur journée, qu'elles ont une vie de famille et que sans doute un certain nombre d'entre elles ont des enfants. Et comme cela se répète régulièrement, les puéricultrices font des remarques, puis la direction rappelle à l'ordre, d'abord un courrier, ensuite des convocations. Alors certains parents culpabilisent, ils font des efforts, mais le plus souvent, ce qu'ils ont à faire leur paraît tellement plus important que les retards continuent. Alors à contre-cœur, la crèche décide de sévir en instaurant une amende pour les retardataires, 5 €, 10 €, 15 €, selon le déplacement. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, à 18h pétantes, il y avait tous les parents qui étaient là pour venir chercher leurs enfants. Non, bien sûr que non. En réalité, le nombre des retards a continué d'augmenter. Il y en a eu même plus qu'avant. Et vous savez ce qui s'était passé? Eh bien, c'est assez simple. La crèche pensait culpabiliser les parents, les taper au portefeuille. En fait, ces amendes, elles se sont transformées en marché du retard. À ce prix-là, 5 €, 10 €, 15 €, ça valait la peine de se payer le service rendu. Et le seul fait d'avoir donné un prix à ce retard l'a transformé en marchandise. Et dès lors que arriver à l'heure à 18h devenait une norme marchande et plus une norme morale, une norme sociale, eh bien les parents ont considéré qu'ils pouvaient acheter leur retard. C'est une histoire vraie et je peux vous dire que ça m'a coûté un bras. Non, je rigole. Mais ça montre quand même que tout s'achète et tout se vend. Et comme je ne suis pas bégueule, je vais vous donner quelques tarifs. Le droit d'immigrer aux États-Unis, $1 million, mais il faut convenir qu'à ce prix-là, vous avez la Trump Gold Card. Le droit de tirer sur un rhinocéros noir, $150 000, mais c'est vrai que c'est pas bien. Les services d'un mercenaire au Mali, c'est entre 7 et 9 000 € par mois, c'est 100 fois le salaire moyen d'un Malien. Pour aller plus léger, l'heure d'un étudiant sur le front duquel on colle une étiquette publicitaire, parce que ça existe. 5 € de l'heure. Alors, dans la légèreté, mais beaucoup plus cher, une banane scotchée au mur, celle de Maurizio Cattelan, c'est un peu plus de 5 millions de $, mais quand même, à ce prix-là, vous avez le droit de manger la banane. Vous avez remarqué comment on s'habitue. On s'habitue à se ruiner pour faire garder nos enfants ou pour que nos parents et nos grands-parents vieillissent dignement. On s'habitue à se déplacer plus loin pour se soigner, à payer un peu plus cher pour être correctement pris en charge. On s'habitue à choisir les écoles selon leur réputation. On s'habitue, en dépit de ça, à payer des cours particuliers. On s'habitue à mettre en location son logement, son véhicule, son attention même, et ça, le portable. Eh bien, on s'habitue à cliquer sur ce qui nous est proposé et en réalité, sans tout à fait réfléchir. On s'habitue à tout payer en supplément.
comme le droit essentiel d'emporter un bagage lorsque vous partez en vacances et vous faites exploser le prix du Ouigo. Vous vous rendez compte, s'il y a quelques années, on vous avait dit au pied du train, vous pouvez monter, mais la valise, elle reste là. En fait, c'est un peu comme si on s'était habitué à ce que la vie ordinaire soit une vie low cost. Et chaque geste du quotidien, chaque besoin essentiel du soin à l'éducation se délite en prestations calibrées, évaluées, vendues, et on finit par croire que la valeur des choses réside essentiellement dans leur prix. Je sais pas vous, mais moi j'ai de plus en plus le sentiment que les choses qui comptent vraiment dans la vie, qui à la base n'ont pas de prix, eh bien sont en train de devenir des choses que nous devons acheter. Et vous savez comment j'appelle ça ? J'appelle ça la dépossession silencieuse. C'est ce sentiment diffus que vous partagez peut-être, que nos vies, finalement, dans ce qu'elles ont de plus essentiel, ne nous appartiennent plus tout à fait. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce constat, mais le monde entier est devenu une gigantesque boutique. Et la marchandisation, parce qu'il faut mettre un mot dessus, c'est précisément ce processus qui transforme des pans entiers de l'existence en objets d'appropriation, d'échange, de profit, qui transforme les choses qui, à l'origine, n'étaient pas du tout des marchandises, en produits qu'on peut acheter ou vendre sur un marché. Pour le dire plus simplement, au lieu que l'économie soit au service des gens, au service de la société, eh bien c'est la société dans son entier qui est au service de l'économie et qui doit se plier aux lois du marché. Et rien n'échappe à cette logique du tiroir-caisse. La santé devient un luxe, les liens sociaux, les relations sociales, l'amour, l'amitié, elles ont leur application, un service payant, la culture, un catalogue sur abonnement, et même l'eau, la terre, ce qui nous appartient à tous est livré à la spéculation. Et les services publics, eux, ils sont affaiblis parce qu'on leur demande en permanence d'être rentables. Vous connaissez la fameuse figure de l'hôpital-entreprise. Et pendant ce temps, nos données personnelles sont vendues à qui veut bien les acheter. Et en gros, ce que l'on peut dire, c'est que tout ce qui, avant, était hors du marché a maintenant une étiquette avec un prix dessus. Alors je sais qu'il y aura sans doute des gens parmi vous pour hausser les épaules et pour dire de façon un peu résignée, c'est la vie. Mais je sais qu'il y en a d'autres, et sans doute la question vous brûle les lèvres, qui ont envie quand même de se demander, mais comment on en est arrivé là ? Eh oui. Et puis surtout, est-ce que ça a toujours été comme ça ? Eh ben non. Et là, c'est le petit moment culture G, rétrospective historique, j'en conviens un peu à l'âge, donc restez concentrés. Acte 1, avant le 19e siècle, l'économie était, encastrée dans la société, la formule est de Karl Polanyi. Et elle obéissait à des règles qui étaient des règles strictes, comprises, connues de tout le monde, sociales, politiques, religieuses même. Acte 2, on arrive au 19e siècle, c'est la grande transformation, le capitalisme industriel. Là, le but du jeu, il est assez simple, c'est d'accumuler du capital en exploitant le travail et la terre, qui jusqu'alors n'étaient pas des marchandises, mais qui de fait le deviennent. Grand bond dans le temps, acte 3, nous sommes dans les années 80 et on bascule dans le capitalisme financier. Là, l'objectif change radicalement, c'est de faire de l'argent avec de l'argent, sans produire forcément quoi que ce soit de plus, juste en spéculant. Acte 4, c'est aujourd'hui. On a basculé dans le capitalisme numérique, dont le but ultime est de capter et de transformer chaque seconde de nos vies en données monétisables. La matière première, c'est nous, c'est nos données, c'est, comme disait Patrice Lelay, notre temps de cerveau disponible. Ça faisait longtemps que je n'avais pas prononcé ce nom. Et ça, mesdames et messieurs, c'est un point essentiel parce que la nature de l'exploitation a changé. Avant, avec le capitalisme industriel, la ressource principale, c'était le travail, et la logique, c'était d'exploiter l'ouvrier, l'outil principal en étant l'usine. Aujourd'hui, avec le capitalisme numérique, la ressource, c'est nous, c'est vous, c'est moi, ce sont les données de nos vies, et la logique, c'est de capturer le consommateur, cette fois, et l'outil principal, ce sont les plateformes. Je ne sais pas si vous avez remarqué la ruse du marché. Pendant qu'on desserrait l'étau sur le travailleur, en civilisant le travail avec des grandes lois sociales, eh bien, le capitalisme, lui, se retournait vers le consommateur pour lui serrer la gorge. Vous connaissez la formule de Lionel Jospin ?
Il disait oui à l'économie de marché, non à la société de marché. Eh bien voilà. En réalité, le sentiment que l'on peut nourrir, c'est que nous avons totalement, intégralement basculé dans une société de marché, c'est-à-dire un monde où la recherche du profit s'infiltre partout, où le marché cherche à modeler nos relations sociales jusqu'à en détruire la planète. Et pour comprendre la puissance de ce nouveau système, accrochez-vous une seconde à vos bretelles ou à celles de vos voisins. La valeur en bourse des 5 plus grosses boîtes de la tech, toutes réunies, ça dépasse les 15 000 milliards de dollars. Alors c'est un chiffre qui est tellement énorme qu'en fait, ça ne veut rien dire. Alors on va essayer de mettre un peu de perspective. 15 000 milliards de dollars, c'est le PIB de l'ensemble de l'Union européenne. On parle d'une concentration de pouvoir totalement inédite entre les mains de très 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 peu d'acteurs. Alors évidemment, tout cela est bien beau, mais la question qu'on se pose tous, c'est quelles sont les conséquences, les vraies. Quel est le prix à payer pour une société quand tout, absolument tout, a un prix? Alors je ne vais pas vous citer toutes les conséquences, mais je vais vous citer la principale d'entre elles, parce qu'elle est sans doute la plus frappante. C'est l'explosion des inégalités. Écoutez bien encore, les 10% les plus riches de la planète captent 52% des revenus, quand le reste, la moitié la plus pauvre, se partage 8%. Et quand vous vous concentrez sur ce qu'est le capital, sur le patrimoine, eh ben c'est encore pire. Les 1% les plus riches détiennent 43% des actifs financiers. 43%. Et ça, c'est l'une des conséquences directes de la marchandisation. Pas tant de créer des richesses nouvelles, mais de les capter pour les faire remonter au sommet de la pyramide. Et puis ça, ce n'est pas des choses juste abstraites, des grands chiffres pour de jolis discours. En fait, ça a des conséquences très pratiques pour les Françaises et les Français. On parle de 30% de nos concitoyens qui vivent dans un désert médical. On parle d'étudiants qui voient plus d'un quart de leur budget partir dans leur loyer. On parle de 3 millions de foyers qui ont du mal à se chauffer l'hiver. C'est 10 millions de personnes. Et à chaque fois, c'est la même histoire. La logique de rentabilité passe avant les besoins des gens et ça fragilise l'accès à des services essentiels. Je voudrais juste vous donner quelques exemples de la différence qu'il peut y avoir de logique entre le service public et le marché. La santé, l'objectif du service public, c'est l'accès universel aux soins pour tous. L'objectif du marché, c'est sélectionner les patients les plus rentables. Pour le grand âge, l'objectif du service public, c'est garantir le vieillissement dans la dignité pour nos aînés. L'objectif du marché, exploiter l'or gris. L'éducation, objectif du marché, garantir l'égalité des chances. Du service public, pardon. Objectif du marché, vous voyez, on finit par s'y perdre. Monétiser l'anxiété des parents et des enfants. Et le changement de logique, il est total et vous le saisissez bien et on peut même aller plus loin et être encore plus concret. Prenons l'exemple de l'eau en France. C'est un bien commun essentiel quand même, non? Eh bien, aujourd'hui, pourtant, en France, 60% de la gestion de l'eau est entre les mains de quelques grands fermiers. Cela soulève évidemment des questions de coût, d'accès, mais aussi de contrôle collectif sur cette ressource vitale. Et pour l'énergie, c'est la même affaire. Vous vous souvenez comme moi de cette promesse? Ouvrez le marché à la concurrence et les prix vont baisser. Sauf que c'est tout l'inverse qui s'est passé. Depuis que les marchés ont été libéralisés, ouverts à la concurrence, le prix du kilowattheure a doublé pour le consommateur. C'est quand même parlant. Puis la santé, on l'a évoqué tout à l'heure, elle n'est pas en reste. On parle de plus en plus de la financiarisation du secteur. Mais où arrivent ces milliards d'euros de capitaux privés qui sont investis? Pas à Air Soradour, mais dans des activités qui sont rentables, qui sont les plus simples, dans les centres dentaires, dans les centres d'imagerie. Et tout ce qui n'est pas rentable, tout ce qui est compliqué, tout ce qui relève de pathologies difficiles, ça reste à l'hôpital public. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la start-up qui s'appelle Zoï. C'est une start-up qui est vraiment la caricature du business de la santé et de la médecine à deux vitesses. Pour 3 600 €, vous pouvez vous payer 37 examens personnalisés. Et vous savez ce qu'il y a de plus consternant? C'est que le projet a été rejoint par Jérôme Salomon, l'ancien directeur général de la santé. Franchement, c'est quand même un peu la honte. Mais je voudrais surtout vous parler de la dernière frontière de la marchandisation et de vous donner un chiffre. 27. 27 ans, c'est le temps qu'une personne passera dans sa vie devant notre écran.
Et notre temps, notre attention est devenue le nouveau pétrole. C'est ce qu'on appelle le capitalisme de la surveillance. Et le principe, il en est simple, j'en ai déjà dit un mot. Tout ce que l'on fait, nos recherches, nos likes, nos tweets, nos déplacements, tout est collecté, analysé, revendu. Et là aussi, vous connaissez la formule, et peut-être la fortune. Si c'est gratuit, eh bien c'est que c'est nous le produit. Alors, face à ce constat assez sombre, on ne va pas se mentir, est-ce qu'on est condamné ou est-ce qu'il y a une sortie de secours? Je ne vous aurais pas fait venir s'il n'y avait pas une sortie de secours. Il y en a une, et on est là d'une certaine manière pour vous la proposer, vous la soumettre, c'est de reprendre le contrôle sur nos vies. Et le remède, il tient en un mot, c'est la démarchandisation. C'est un projet politique. Un projet politique qui consiste à retirer progressivement des aspects essentiels de nos vies aux griffes du marché. Et de la loi du plus au fond, qui est toujours, vous le savez, la loi du plus fort. L'idée, c'est pas de supprimer le marché, mais de le remettre à sa place. En le subordonnant à des considérations sociales, éthiques, environnementales, d'une certaine manière, en le réencastrant. C'est pas un slogan, c'est une méthode de reconquête qu'on peut détailler en 4 points. D'abord, 1, identifier et nommer ce qui est urgent. 2, ensuite, choisir ses combats, parce qu'on ne peut pas tout faire. 3, désigner clairement les adversaires. Et 4, enfin, et c'est sans doute le plus important, ça a été dit dans les tables rondes précédentes, c'est engager le rapport de force. Alors certains me diront que c'est une utopie, et je crois que la politique est là pour réconcilier le rêve et l'action, mais j'ai envie de vous dire que c'est une utopie réaliste. Et si vous m'y autorisez, je vais être un peu chauvin. Dans les Landes, la reprise en main de la politique de l'eau, elle s'est faite patiemment, mais elle s'est faite sur un constat qui était accablant. Les services délégués facturaient 70% plus cher que les régies. Et c'est une bataille âpre en faveur d'une gestion publique de l'eau que Henri Emmanuelli a menée. Et les résultats ont été spectaculaires. En 1994, il y avait 19% des communes qui géraient leur eau en régie. Aujourd'hui, dans les Landes, c'est plus de 80%. Le prix de l'eau a chuté de 30%, il est l'un des plus faibles d'Aquitaine. Bon, dans les Landes encore, mais je vous promets que ce sera le seul exemple, ma seule manifestation de fierté locale. Dans les Landes, il n'y a pas d'EHPAD à but lucratif. Il n'y a pas d'EHPAD à but lucratif. On a considéré depuis des années que le vieillissement n'était pas une marchandise. Et depuis 1982, nous avons toujours refusé aux groupes privés les autorisations de s'installer dans le département. Et la conséquence en est limpide. Les tarifs sont parmi les plus bas de France, les taux d'encadrement sont parmi les plus élevés, et que vous soyez riche ou pauvre, eh bien vous vieillissez dans les mêmes conditions. Vous pourriez applaudir quand même là. Démarchandiser, eh bien, à travers ces exemples, on le comprend, c'est décider collectivement que certains domaines, certains biens sont trop importants pour être laissés aux seules lois du profit. On parle de la santé, on parle de l'éducation, de l'eau, de l'énergie, de la terre. Il s'agit de les démarchandiser pour les gérer en fonction de leur utilité pour la société et de les remettre sous un contrôle démocratique. Et au fond, l'objectif final, c'est de réaffirmer quelque chose de simple, mais qui, paradoxalement, aujourd'hui, a quelque chose de radical, et que je formule d'une manière assez simple. Nos vies ne sont pas des marchandises. La dignité des personnes, la préservation de l'environnement, le partage des biens communs, le fait de bien vivre ensemble, a plus de valeur qu'une simple transaction financière. À ce stade, moi, je vous pose une question. Si tout a un prix, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? Eh bien, c'est la question à laquelle la démarchandisation répond aussi, en invitant à distinguer le prix des choses et la valeur des choses, humaines, sociales, environnementales, bref, ce qui compte vraiment. Et elle rappelle aussi que la valeur, elle doit être du côté de l'utilité sociale. Et que la valeur doit changer de camp, qu'elle doit être des métiers du soin et du lien dont on a parlé, et pas du côté des traders, des publicitaires et d'autres bourdons. Soyons du côté des abeilles. Pour bien me faire comprendre, la question qui se pose à nous, c'est qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui a de la valeur? Et pour me faire comprendre, je vais vous raconter une toute petite histoire. En 1968, à New York, il y a une grève des éboueurs. En quelques jours à peine, la ville est bloquée, il y a des ordures partout et les rats pullulent. Les éboueurs obtiennent satisfaction de leurs revendications en 6 jours.
L'année suivante, en Irlande, il y a ce qu'on a appelé la grève des banquiers centraux. Ils avaient, paraît-il, des revendications. Ils ont fait 6 mois de grève, ils n'ont rien obtenu, et ils ont repris le travail. Je vous pose la question, qui était le plus utile? Je résume. Voilà la nouvelle frontière de nos combats, définir la vie non marchande, ce qui est essentiel à la vie, retirer certains domaines des griffes du marché, subordonner la propriété privée au bien commun, redéfinir la valeur des choses, défaire les évidences du marché, décoloniser notre imaginaire, déchirer la camisole numérique qui nous entrave, sécuriser la souveraineté collective, co-gouverner le commun, construire la démocratie économique. Vous l'avez compris, la marchandisation n'est pas simplement un excès du capitalisme, elle en est devenue la grammaire intime et son mode d'organisation du monde. Alors ma conclusion à ce stade, j'espère que c'est la vôtre, désormais convaincu. Démarchandiser la vie, c'est respirer à nouveau. C'est reprendre le contrôle, c'est remettre la politique au-dessus des contraintes économiques. C'est le chemin d'ailleurs vers un projet plus vaste, la réappropriation démocratique de la vie sociale. Il s'agit moins de soustraire que de reconstruire, moins de limiter que de libérer. Et la démarchandisation, elle s'affirme pour ce qu'elle est, un instrument de reconquête de la souveraineté populaire. Un moyen concret de rendre effectif le pouvoir d'agir, un antidote contre l'égoïsme de l'époque et une voie, certainement, vers l'égalité réelle. Et puis ce projet, il ne divise pas, il rassemble, il unifie. Les luttes sociales, écologiques, féministes, territoriales, démocratiques, rassemblées dans un même mouvement. Mesdames et messieurs, en vous remerciant à nouveau de votre présence ce soir, et avant de laisser la parole à plus talentueux que moi, je voudrais vous dire que face aux logiques d'appropriation, d'accaparement et de prédation de l'essentiel, à un moment où nos compatriotes doutent de la politique, se défient de ceux qui en font, mais continuent d'espérer en des jours meilleurs, eh bien je vous propose de regrouper nos forces autour d'une idée simple et évidente, d'une aspiration commune, d'un mot d'ordre mobilisateur. Je souhaite que vous le fassiez vôtre, c'est la démarchandisation, et je vous remercie.